Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette émission thématique de la tradition de nos émissions thématiques d'été consacrées au rapport entre l'Algérie et la France et entre la France et l'Algérie, émission pour laquelle nous recevons Akram Belkaïd. Akram Belkaïd, bonjour. Akram, vous êtes, nos auditeurs ont déjà eu l'occasion de vous entendre, vous êtes journaliste au Monde diplomatique, et quand je dis nous recevons, je veux dire nous, Béatrice Gibelin, directrice de la revue Hérodote et fondatrice de l'Institut français de géopolitique, David Jays, enseignant et essayiste, et Mathias Fekl, avocat et ancien ministre de l'Intérieur. Nous allons donc, Akram, avec vous, parler des rapports entre l'Algérie et la France, et nous partons du rapport qui a été demandé par le président de la République en juillet 2020 à Benjamin Stora, professeur à l'Université Paris 13 et à l'INALCO, et président du Conseil d'orientation de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration. Le rapport demandait au professeur Stora de dresser un état des lieux juste et précis sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie, censé s'inscrire dans une volonté nouvelle de réconciliation des peuples français et algériens. Dans ce rapport remis en janvier dernier, Benjamin Stora constate que les mémoires de la colonisation et de la guerre continuent de saigner, qu'elles constituent désormais en France l'un des points de cristallisation de la réflexion sociétale autour de l'identité nationale. Cette persistance des conflits s'explique, selon lui, par la multiplicité des groupes porteurs de ces mémoires, entre les pieds noirs, algériens en France, entre les pieds noirs, le près d'1,5 million de soldats français mobilisés, les harkis, les immigrés algériens en France et leurs enfants. À travers l'exposé des relations entre la France et l'Algérie depuis l'indépendance, le rapport montre que des pas ont été faits vers la réconciliation, comme par exemple la reconnaissance par un vote à l'Assemblée nationale en 1999 du terme de guerre d'Algérie à la place de les événements, ou en 2005, celle des massacres de 1945 à Sétif et à Guelma, et plus récemment la déclaration d'Emmanuel Macron sur l'affaire Audin, jeune mathématicien enlevé et assassiné pendant la bataille d'Alger en 1957. Selon Stora, ce mouvement vers la réconciliation doit permettre le passage d'une mémoire communautarisée à une mémoire commune, à la fois en France, mais aussi entre historiens algériens et historiens français. Il doit également permettre la sortie de ce que le rapport appelle la concurrence victimaire, sorte de mémoire cloisonnée où chacun des groupes porteurs de mémoires différentes se pose en victime supérieure à l'autre. Le rapport s'achève sur 30 préconisations, comme la constitution d'une commission Mémoire et Vérité chargée d'impulser des initiatives communes entre la France et l'Algérie sur les questions de mémoire ou sur l'entrée au Panthéon de Gisèle Halimi. À l'approche du 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, en 2022, peut-il, Akram Belkaïd, y avoir un nouveau traité de réconciliation entre le peuple algérien et le peuple français? Et doit-il y en avoir? Alors, je suis très prudent par rapport au terme réconciliation, parce que, et c'est en tant qu'Algérien que je parle, je n'ai pas l'impression que on soit encore en guerre les uns contre les autres. Je n'ai pas non plus l'impression, en tant qu'Algérien, qu'il y ait, au-delà de l'agitation médiatique et politique sur laquelle nous allons très certainement revenir, je ne pense pas qu'il y ait une cassure entre les deux pays et entre les deux peuples. J'ai plutôt un constat qui est, cela va peut-être vous surprendre, plutôt optimiste et positif sur les relations entre les deux pays et entre les deux peuples. Je pense qu'il faudrait néanmoins aller de l'avant et, je dirais, ressusciter ou exhumer ce vieux projet qui a existé dès l'indépendance et qui a été négocié tour à tour entre Ben Bella, et l'ancien président algérien Ahmed Ben Bella et le général de Gaulle, entre Boumedienne et Giscard d'Estaing, et plus récemment entre le président Bouteflika et Jacques Chirac, de la signature d'un traité d'amitié.
un projet qui a failli voir le jour au début des années 2000 et qui a été torpillé par la fameuse loi sur les bienfaits de la colonisation, qui a généré une crise entre les deux capitales et qui a fait que ce traité n'est plus aujourd'hui d'actualité et que personne n'ose reprendre à son compte. Les questions mémorielles continueront à opposer les uns et les autres. Ne soyons pas naïfs, il faudra attendre plusieurs générations. Et je dirais l'extinction à la fois naturelle des acteurs du conflit et puis la dissipation des rancœurs qui se sont accumulées de part et d'autre. Donc il faut faire avec. Je pense que Benjamin Stora est un historien accompli, avec énormément d'expérience. Il est lui-même d'origine algérienne, il a des racines dans ce pays, il connaît très bien la société algérienne. Il dit lui-même que son travail a été le fait d'évoluer sur une ligne de crête parce qu'on lui demande à la fois de, entre guillemets, guérir la société française de cette histoire algérienne, mais aussi de tenir compte de ce que attendent de l'autre côté de la Méditerranée les Algériens, et aussi de prendre en compte l'existence d'une communauté d'origine algérienne assez importante en France, qui elle aussi a tendance à revendiquer pour le compte de ses pairs. Et donc, c'est une équation, c'est un système d'équations à aucune inconnue, à plusieurs inconnues, mais à aucune solution. On n'y arrivera pas. Faire croire qu'on pourra tout solder, ça sera difficile. Après, on peut trouver les moyens de vivre cela dans la continuité et dans l'harmonie. Il y a des points qui divisent et il y en a d'autres qui peuvent être aisément dépassés. Et il faut aussi, dans cette question mémorielle, faire le tri de ce qui concerne la France et l'Algérie et de ce qui concerne la France et les Français. Et là, on a tendance parfois à mélanger le tout. Il est des débats qui existent aujourd'hui en France qui n'intéressent absolument pas les Algériens, mais qui par contre intéressent les Français d'origine algérienne qui vivent en France. Et donc, on le verra au cours de l'année qui vient, puisque vous avez dit effectivement que le 5 juillet prochain, 5 juillet 2022, ce sera le 60e anniversaire, mais il va y avoir entre-temps des dates qui seront commémorées, notamment en France. Je pense par exemple au 17 octobre 2021, qui correspondra aux 60 ans des massacres, en tout cas des ratonnades qui avaient été organisées de main de maître par le préfet Papon. Et cet événement, par exemple, est un événement qui, à mon sens, aujourd'hui a bien plus d'importance pour les communautés algériennes de France que de l'autre côté de la Méditerranée, où c'est une date comme une autre dans la longue liste de la guerre pour l'indépendance. David Jaïs. Oui, je dis souvent que l'Algérie est notre autre Allemagne, à la fois par l'interpénétration des cultures, les flux humains entre les deux pays, et au fond ce mélange de coprésence et d'ignorance mutuelle. Les Français savent très peu de choses de l'Algérie contemporaine, de son histoire, de sa situation géopolitique, et l'ignorance est souvent partagée de l'autre côté de la Méditerranée. Je connais bien les travaux de Benjamin Stora sur la segmentation des mémoires, entre évidemment les pieds noirs, les immigrés, les harkis, les juifs séfarades, qu'il ne faut pas oublier, et qui constituaient un peuplement très important. Je m'interroge sur la pertinence d'une approche qui repose sur la mémoire, d'abord parce que j'ai tendance à penser que ce qui est du ressort de l'enseignement, de l'éducation nationale, des États, c'est l'histoire, beaucoup plus que la mémoire. La mémoire, c'est des constructions subjectives, individuelles ou collectives. Et effectivement, on peut travailler à faire dialoguer ou à réparer des mémoires blessées, mais à travers l'enseignement le plus dépassionné possible et le plus objectif possible de l'histoire. Je m'interroge aussi sur le point de savoir si, avec cette approche focalisée sur les mémoires, on ne tombe pas en quelque sorte dans le piège tendu par quelques rentiers de la mémoire d'un côté comme de l'autre de la Méditerranée. Je ne suis pas certain, bon, moi
mon histoire personnelle fait que je connais bien l'Algérie, puisque mon père est arrivé en France d'Algérie à l'âge de 25 ans. J'ai des liens très forts avec ce pays, en particulier avec des jeunes qui vivent de l'autre côté de la Méditerranée. Je n'ai pas le sentiment que ça soit une revendication identitaire, obsessionnelle, quotidienne. Moi, j'ai plutôt l'impression que là, on est dans un agenda politique, et un agenda politique qui se durcit en plus des deux côtés de la Méditerranée, puisque on a en France une montée des intransigeances identitaires, ce que Benjamin Stora appelle lui-même le sudisme, c'est-à-dire qu'il y a cette tendance à dire, voilà, la question algérienne, elle est déterminante pour une certaine extrême droite, en particulier dans le sud de la France, qui considère que le conflit n'est pas encore soldé. Et puis de l'autre côté de la Méditerranée, un régime qui est quand même totalement aux abois, qui voit quand même la chute des recettes, des recettes pétrolières, qui est un petit peu, comment dire, en difficulté avec le mouvement du Irak. Et donc je me demande si en fait une approche qui se veut très saine ne risque pas, et c'est la question que je vous pose, de remettre une pièce dans la machine de ce conflit politico-mémoriel, alors que le meilleur moyen d'en sortir par le haut, ce serait probablement de travailler sur les coopérations économiques, culturelles entre les sociétés civiles des deux pays. Akram Belkaïd. Je suis absolument d'accord. Vraiment, c'est pour moi, vous parliez de l'Algérie, cette autre Allemagne, effectivement, mais par contre, ce n'est pas reconnu sur le plan politique. C'est-à-dire que vous allez à Orly ou à Roissy et vous regardez, hors pandémie bien entendu, les vols entre la France et l'Algérie, et vous vous rendez compte qu'on est dans une dimension, alors on dirait que la fréquence de vol est importante. Il y a des va-et-vient. Les sociétés sont bien plus interpénétrées que l'on ne le dit, qu'on ne le croit. Et sur le plan politique, ce n'est pas assumé. On fait comme si, ma foi, l'Algérie, c'est le passé, c'est pas le présent. Et qu'on n'a pas besoin de trop en parler. Or, quand on regarde les chiffres, notamment économiques, l'un des rares pays avec lequel la France présente un solde commercial positif, c'est l'Algérie. L'Algérie, bon an, mal an, demeure un partenaire économique important. La France est un débouché incontournable pour énormément de choses en Algérie, à commencer par les gens qui veulent faire des études supérieures, à commencer par les gens qui veulent se soigner, à commencer par les gens qui veulent passer des vacances ou qui veulent s'approvisionner. Donc, tout cela aurait mérité une vision bien plus large que le simple fait mémoriel, et je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que ça ne veut pas dire que les historiens ne doivent pas travailler, ça ne veut pas dire que les artistes ne doivent pas créer, ça ne veut pas dire que les écrivains ne doivent pas continuer à labourer, à rechercher à travailler sur ces périodes-là. Et quand je parle de ces périodes-là, le danger, c'est de se résumer à la guerre d'Algérie, à la guerre d'indépendance. Or, on découvre aujourd'hui que la période coloniale, la conquête sont des périodes tout aussi importantes dans le vécu des uns et des autres, dans la transmission des traumas pour les uns et pour les autres. Et effectivement, que ce soit la puissance publique, que ce soit l'État qui génère ce genre d'initiative, est peut-être à saluer, mais en même temps, c'est porteur de risques, parce que ça génère des réactions politiques de part et d'autre de la Méditerranée, ça crispe le débat, ça fait ressortir des discours outranciers. En Algérie, c'est la bonne occasion pour un pouvoir qui n'a plus d'assises populaires d'essayer de réunir, de souder autour de la détestation de la France. C'est un discours assez récurrent qui est tenu par des gens qui ont leurs enfants au lycée français d'Alger. Donc on voit aussi l'hypocrisie de ce discours. Il n'y a aucune sincérité dans ce discours. Il y a très peu. Il y a encore quelques militants du FLN qui ont une position très digne, qui ont toujours dit moi j'ai combattu la France est partie, je n'irai pas en France, je suis conséquent avec moi-même, mais c'est très minoritaire. Le nombre de dirigeants algériens qui ont tenu des discours français et dont les enfants sont allés au lycée Descartes à Alger, dont les enfants font des études en France, c'est ces mêmes dirigeants qui ont des appartements à Paris ou ailleurs. On apprenait, par exemple, il y a quelques années avant la chute de Bouteflika, que le patron
du FLN, du parti FLN, avait un 200 mètres carrés à Neuilly. Donc on réalise à quel point ce discours est totalement hypocrite, qu'il joue sur des réflexes d'ailleurs que la jeunesse algérienne aujourd'hui, dont la jeunesse algérienne ne tient absolument pas compte. Cette même jeunesse algérienne qui, c'est une chose nouvelle dans l'évolution de l'Algérie, a de moins en moins de repères par rapport à l'histoire de l'Algérie. Moi, je suis un enfant de l'indépendance. On nous a donné quelques dates. On a bien entendu, on nous a pas tout dit, presque rien dit d'ailleurs. Mais on savait que le 1er novembre 1954, c'est le début de la guerre et que le 19 mars, c'est la signature c'est cessez-le-feu après la signature des accords d'Évian. Et on avait quelques dates. Aujourd'hui, les gamins qui sont nés dans les années 2000, pour eux, c'est de la préhistoire. Ils sont un peu dans la même position qu'un enfant français qui serait né en 1960 et à qui on parlerait de la période qui a précédé la Première Guerre mondiale. Donc c'est pour vous dire la temporalité et toutes ces questions mémorielles, il y a des sujets sur la table, mais c'est une affaire peut-être d'historiens, d'intellectuels, d'artistes et non pas de politiques. Béatrice Gibelin. Je partage complètement vos points de vue entre la différence entre mémoire et histoire. Mais pour faire de l'histoire, il faut, avoir accès aux archives et que là, on est sur une question très difficile et délicate. Si du côté français, on ouvre les archives et il n'y a pas qu'un travail de mémoire que fait Stora. Il dirige un grand nombre de thèses, d'excellents jeunes chercheurs qui font un vrai travail d'historien. Et il ne faudrait pas laisser penser qu'on se contente simplement de travailler sur des mémoires fracturées et toujours saignantes. Il y a un vrai travail d'historien qui se fait sur la colonisation et pas seulement sur la guerre d'Algérie. Dans l'ouvrage qui vient de publier, Passion douloureuse, il y a toute une bibliographie extrêmement importante qui montre ce travail d'histoire qui est fait côté français. Et je pense que la question qui est difficile, c'est qu'il ne se fait pas encore du côté algérien. Avec un argument, nous n'avons pas les archives, vous les avez embarquées avec vous, tant que vous ne les aurez pas rendues, on ne peut pas le faire. Ce n'est vrai qu'en partie, parce qu'il y a aussi toutes les archives côté algérien. Et donc il y a un vrai travail d'histoire à faire des deux côté, je crois, qui est extrêmement important. Il est tout aussi important pour que les Français connaissent cette histoire coloniale. En 1967, sortait la somme de Charles-André Julien sur l'histoire de la colonisation, quand même. 1967. Et qui est un travail absolument remarquable, qui devrait être réédité, bien évidemment. Et qui est extrêmement éclairant sur cette complexité du rapport à la conquête même de l'Algérie. Et je pense que c'est un travail qui doit être connu de part et d'autre de la Méditerranée, si on veut avancer. Donc du travail d'historien, il existe déjà. Et il doit aussi se faire, à mon avis, franchement, du côté algérien. Et la question que j'avais aussi envie de vous poser, parce que si c'est si difficile, les rapports entre la France et l'Algérie, est-ce que vous ne pensez pas que ça tient aussi à cette présence très nombreuse de Français d'origine algérienne en France? Parce que ça a été ce qui a étonné beaucoup après la guerre d'Algérie. Non seulement les Algériens qui étaient en France sont peu repartis en Algérie, mais beaucoup d'autres ont continué à venir, soit pour des raisons politiques, parce qu'ils étaient menacés en restant en Algérie sur les tensions entre armées extérieures et armées de l'intérieur, bien sûr, soit aussi pour des raisons économiques. Et c'est cette humiliation-là, d'une certaine façon, d'être obligé de venir dans l'ancien pays qu'on a combattu, et avec quel courage d'ailleurs, et les descendants de ces gens qui sont venus et qui viennent en France aussi pour un avenir pour leurs enfants. Et c'est là, je crois, dans cette diaspora qui fait tout le lien dont vous avez parlé. Oui, ces avions quotidiens, ces échanges, aujourd'hui, l'exil n'est plus s'éloigner de son pays d'origine, mais c'est beaucoup de liens avec son pays, d'origine. Et c'est ça qui pose, à mon sens, le problème compliqué du rapport aux mémoires et à l'histoire aujourd'hui. Qu'en pensez-vous? Akram Belkaïd. Alors, sur la question des historiens, vous avez raison, la question des archives est un des problèmes que l'on connaît.
mais il faut d'abord savoir qu'il y a, même si elle est modeste, il y a une production d'historiens aujourd'hui, il y a des historiens algériens qui commencent à émerger, il y a beaucoup de choses qui sont publiées et éditées en Algérie c'est un niveau inégal, mais il y a des travaux assez intéressants qui, malheureusement, il faut le dire, sont ignorés en France. Sont ignorés à la fois par les éditeurs français, que ça n'intéresse pas de reprendre ou de republier, ça n'intéresse pas les distributeurs de livres en France, et donc ce sont des historiens qui sont très peu connus. Excusez-moi, ils écrivent en français? Les deux. Alors, ils écrivent en arabe et ils écrivent en français. Alors, souvent, il y a beaucoup de monographies, il y a beaucoup de témoignages, il y a beaucoup de récits, notamment sur des récits sur la guerre d'Algérie, parce que il y a des choses qui manquent, on a beaucoup d'écrits sur la guerre d'Algérie, des témoignages, etc. et tout, mais on connaît très peu les moments, par exemple, comment l'opération Jumelle s'est déroulée, les combats, les accrochages entre l'armée de libération nationale et les troupes françaises. Donc il y a des témoignages qui sont publiés, parfois c'est à compte d'auteur, parce qu'il faut dire que être éditeur en Algérie, c'est pas facile. Et il y a des historiens. Et les historiens qui travaillent là-dessus sont, eux, confrontés à deux problèmes. Vous l'avez dit, le premier problème est celui de l'accès des archives en Algérie. Il faut savoir que c'est quasiment impossible pour eux d'accéder, par exemple, aux archives détenues par le FLN. Il y a des archives nationales, mais l'accès est très difficile. Et il faut savoir qu'il y a une fragmentation dans la répartition Il n'y a pas une famille algérienne qui n'a pas ses propres archives et qui rechigne à les remettre ou à les ouvrir. Parce que les remettre à la puissance publique, c'est les perdre, et les ouvrir, il y a un problème de confiance. Donc, il y a ce côté-là. Et le deuxième problème, c'est de pouvoir accéder aux archives qui existent en France. Donc, il y a la question des visas, c'est pas rien, même si vous êtes historien. Et il y a aussi ensuite l'autorisation d'accès, qui jusqu'à présent est tout de même assez compliquée. Moi, j'ai rencontré quelques thésards et jeunes chercheurs algériens. C'est très difficile pour eux de pouvoir aller au fort de Vincennes, par exemple, regarder, parce qu'il y a encore des acteurs en vie, et les autorités françaises n'ont pas envie que des choses puissent paraître demain et entretenir la polémique. Le grand drame en Algérie, c'est que l'histoire de l'Algérie, à bien des égards, et l'histoire de la guerre d'Algérie, l'histoire de la colonisation, est écrite à l'étranger. Et ça, c'est compliqué. C'est très compliqué. D'où une espèce de mouvement qui essaye de se réapproprier cette écriture, qui revendique donc la possibilité de faire jeu égal, si j'ose dire, avec leurs collègues français, mais ce n'est pas évident. Il y a des monopoles de faits, il y a des situations, il y a des spécialistes incontournables, et donc la production algérienne a du mal à se faire entendre. Tout comme d'ailleurs, dans ce débat-là, on a tendance à ignorer tous les travaux des anglo-saxons qui, je le rappelle, ont quand même apporté énormément de choses. Je pense notamment au livre d'Alistair Horn, par exemple, sur la guerre d'Algérie, qui sont des pas de côté et des visions qui sont intéressantes parce qu'elles sont totalement décalées et non concernées. Ça, c'est pour votre première question. Pour la deuxième question, c'est vrai que le problème aujourd'hui, ce qui complique la relation, c'est que justement, on a trois acteurs, encore une fois. On a l'Algérie, on a la France, et on a ce troisième acteur qui est c'est franco-algérien. Ces binationaux, dont certains n'ont parfois pas mis le pied en Algérie depuis des années ou n'y sont jamais allés. Certains ne parlent pas la langue, sont en réalité d'abord français, avant d'être algériens, mais ils se revendiquent en tant que tels, du fait peut-être une colère à l'égard de la société française. C'est des gens qui ont vécu la relégation spatiale, urbaine, qui ont des difficultés à s'insérer dans la vie professionnelle. Donc on a ce troisième acteur qui n'est pas neutre. Et ce troisième acteur, politiquement, personne ne lui parle, en réalité, les deux autres, que ce soit en Algérie ou en France. C'est-à-dire que côté algérien, on ne dit jamais à la jeune émigration, aux enfants de la 3e ou 4e génération, on n'est pas encore arrivé au point où où on peut leur tenir le discours, de leur dire « mais vous n'avez pas de honte à être français ».
N'ayez pas honte de vous dire français, ça ne pose pas de problème. On est encore dans un espèce de non-dit. Ça vaut pour tout le monde, exception faite pour les footballeurs, parce que là, pour le coup, quand il s'agit de faire le tour des clubs français pour repérer les binationaux talentueux et de composer une équipe d'Algérie qui est composée, les Algériens sont champions d'Afrique depuis 2019, l'équipe d'Algérie est composée à 99% de joueurs nés en France, élevés en France, formés en France, et donc français. Ça gêne personne. Mais par contre, pour le reste, c'est compliqué. Et donc, ce troisième acteur qui est aussi, qui concentre tous les discours xénophobes en France, tous les problèmes autour de l'Algérie. Pour beaucoup de Français, les Algériens, ce n'est pas les Algériens qui vivent en Algérie, c'est les Algériens ou les Français d'origine algérienne. Et c'est ça qui complique la donne, parce que dans le dialogue entre les deux pays, c'est une dimension qui est parfois totalement ignorée. Or, à mon avis, l'urgence, elle est plutôt là. Il y a eu des progrès, par exemple, pendant des années, c'était un drame absolu pour les jeunes de plus de 18 ans, parce que par rapport au service militaire, par exemple, vous aviez des jeunes qui allaient, des jeunes nés en France, ayant grandi en France. À 19 ans, il va en Algérie pour les vacances au bled avec sa famille. Et au moment de quitter le territoire algérien, allez hop, direct, on va faire le service militaire. Alors que toute sa famille est en France, etc. Il a fallu attendre 25 ans pour que les deux pays se mettent enfin d'accord, signent un accord, c'était à l'époque de Mitterrand et de Chadli, pour que les gens puissent avoir le choix. Donc ça, c'est quelque chose de concret. Mais des exemples comme ça, des problèmes comme celui-ci, il y en a énormément. La question des retraites, de la sécurité sociale, de la possibilité de voyager d'un pays à l'autre. Et ce n'est pas, je dirais, ce n'est pas l'urgence. Quand les deux pays se rencontrent dans des sommets ou dans des travaux bilatéraux, ça vient toujours à la fin, malheureusement. Mathias Fekl. J'avais deux questions. Vous avez déjà en partie répondu à la première. Donc l'une vue de France, l'autre vue d'Algérie, même si c'est un peu schématique. Je suis un peu en décalage par rapport à ce qu'a dit David. Il me semble que les différentes mémoires aujourd'hui en France continuent à jouer un rôle politique assez fondamental dans le débat public intérieur, même s'il est inconscient. Je m'explique. Il y a différentes mémoires, on a parlé, celle des Français d'Algérie et celle de leurs enfants, celle des Algériens, celle des enfants français ou franco-algériens issus de l'immigration, celle des harkis, celle des Français de métropole qui n'ont pas forcément de lien direct eux-mêmes avec l'Algérie, mais enfin qui néanmoins sont impliqués dans tout cela. Et j'ai le sentiment que de toutes ces mémoires tissées, en partie tragiques, douloureuses, de part et d'autre, résulte un inconscient politique assez explosif en réalité, qui donne lieu à beaucoup de fantasmes. Alors c'est vrai, David disait, il y a une instrumentalisation politique, mais quand il y a une instrumentalisation politique, c'est que des gens se disent que ça peut fonctionner. Donc il y a tous ces fantasmes, notamment à l'extrême droite, sur une possible insurrection, une sorte d'armée dormante qui serait présente en France. Il y a les polémiques récurrentes sur les drapeaux, la présence des drapeaux algériens dans les stades. Vous parliez de foot, mais aussi dans certaines manifestations politiques. Donc je serais très heureux de vous relancer sur cette question de la mémoire et de la manière dont elle crée, ou non, je peux me tromper, un inconscient collectif qui fausse beaucoup de débats politiques, et y compris, je pense que la funeste proposition de déchéance de nationalité a été aussi détonnante, aussi parce qu'elle touchait au cœur de beaucoup de choses, et qu'elle a donné le sentiment à toute une jeunesse tout d'un coup qu'elle était en fait rejetée, un peu moins française que les autres. Voilà, ça c'est ma première question. Et ma deuxième question concerne plutôt la mémoire côté algérien. Vous avez évoqué la présence de différentes générations, évidemment. Et donc je serais très intéressé de savoir comment cette mémoire est appréhendée, utilisée, peut-être instrumentalisée aussi, dans les différents secteurs de la vie politique et de la société algérienne. Akram Belkaïd. La mémoire, c'est un matériau inflammable, hein, vous avez raison. Et effectivement, l'Algérie, c'est une blessure plus ou moins bien refermée en France. C'est constitutif
de la formation d'institutions récentes. La Ve République est née à cause ou pendant ou grâce à ce qui se passait en Algérie, par exemple. Donc, on le voit bien que c'est un référentiel. On sait que le Front National est né et s'est constitué en grande partie par l'afflux de gens qui étaient Algérie française et qui n'ont jamais pardonné au général de Gaulle tout ce qui s'est passé à partir de 1958 et jusqu'à l'indépendance. Mais est-ce que c'est aux politiques de s'en occuper? Alors effectivement, sur ces questions-là, les politiques vont de toutes les façons, les plus opportunistes d'entre eux vont appuyer là où ça fait mal pour pouvoir continuer à améliorer leurs scores électoraux. Je ne suis pas sûr que si demain, par miracle, on arrive à trouver un consensus franco-algérien officiel sur ces questions-là, je ne suis pas sûr que ça change grand-chose. Et tout le monde, et on le voit bien, je vais vous donner un exemple concret. Emmanuel Macron a fait 2 reconnaissances. Il a, au nom de l'État, c'est-à-dire qu'il a poussé pour que l'État reconnaisse sa responsabilité dans la mort de Maurice Audin, vous le disiez Philippe tout à l'heure, et puis plus récemment, 1 an plus tard, l'État français a aussi a reconnu la responsabilité de l'armée française dans la mort, dans l'enlèvement, la mort et la disparition de Ali Boumengel, qui était avocat engagé pour l'indépendance de l'Algérie. Dans ces 2 cas, ce sont 2 personnages emblématiques, mais qui ont une ressemblance, une caractéristique commune. C'est que ni l'un ni l'autre n'appartenait au FLN. Maurice Audin était un militant communiste et Ali Boumengel était un militant de l'UDMA, c'est-à-dire l'aile libérale du mouvement nationaliste algérien. On imagine le fracas médiatique et politique si demain Emmanuel Macron reconnaît par exemple la responsabilité de la France, de l'État français, dans la disparition de Larbi Ben Mehdi, qui est l'un des fondateurs du FLN et qui est mort pendant la bataille d'Alger, vraisemblablement assassiné par le colonel Ossarès. Donc vous voyez un peu politiquement comment les choses se déplacent, mais à petits pas. Parce que nous en sommes toujours aujourd'hui à cette espèce d'opposition qui fait que si d'un côté, les Algériens se sentent souvent sommés par la partie française, et pas simplement par les nostalgiques de l'Algérie française, mais aussi par des gens qui sont à gauche, de reconnaître les crimes du FLN en réponse à la mise en cause des crimes commis par le colonialisme. Et donc on est dans cette double confrontation en permanence. Et je ne pense pas que même si demain l'État français reconnaisse officiellement les torts de la colonisation, ne parlons surtout pas de termes de repentance, etc., parce que ça, c'est des fausses pistes qui alimentent la polémique. Je ne suis pas sûr que cela contentera une partie, telle ou telle partie de la société française qui n'a jamais accepté, qui n'acceptera pas, enfin, qui n'accepte pas l'indépendance de l'Algérie, ou qui, en tous les cas, considère que les Algériens ont des torts et que les Algériens, eux aussi, doivent reconnaître ces torts-là. Sur la deuxième question, je dirais que c'est une mémoire qui s'étiole, la guerre d'Algérie. C'est assez intéressant. Alors, il y a une mémoire dont on ne parle jamais, qui est la mémoire de la colonisation. On a souvent l'impression que la seule chose dont les Algériens se souviennent, c'est la guerre d'Algérie. Or, en réalité, et c'est pour ça que je parlais d'archives familiales, etc., c'est une mémoire plus longue, plus profonde. Il est des familles qui ont transmis d'une génération à l'autre la douleur de la confiscation des terres, par exemple, au moment de la colonisation. Si vous allez en Kabylie, par exemple, il y a encore le souvenir vivace, très vif, de la déportation des insurgés de 1871 qui ont rejoint les communards déportés en Nouvelle-Calédonie et que Louise Michel a découvert en étant exilée
Elle arrive en Nouvelle-Calédonie, après la Commune, et elle trouve des Kabyles, en se demandant qui sont ces gens-là, et ces gens-là étaient des gens qui avaient pris... Donc, en Kabylie, il y a encore la mémoire de ces gens-là. Il y a les mémoires des déplacements de population et de ce que ça inflige, parce que là, il y a eu des zones éclaircies, si j'ose dire, et donc vous avez eu des basculements, et donc ça s'entretient. Mais l'Algérie indépendante ayant connu un certain nombre de crises et ayant connu une démographie assez exceptionnelle, on s'achemine vers le 50 millions d'habitants. En 1970, c'était à peine 10 millions. Donc la mémoire aujourd'hui, c'est la mémoire de la guerre civile des années 90, c'est la mémoire des 20 années de Bouteflika. Et comme malheureusement, on est dans un pays où, parce qu'en règle générale, ces questions mémorielles sont aussi portées par les productions cinématographiques, par les productions artistiques, par l'expression, je dirais, littéraire, eh bien, cette mémoire-là, d'où elle vient, elle vient en réaction par rapport à ce que l'autre, le français, produit. Exemple, le film Indigène, qui a eu un impact incroyable en France. Les Algériens voient ça, ils ne peuvent pas s'empêcher de réagir en tant qu'Algériens et de voir ce qui leur déplaît dans ce type de film, tout en constatant que malheureusement, eux sont incapables, pour différentes raisons, censure, moyens financiers, de faire la même chose. David Hayes. Oui, je souscris à ce qu'a dit Akram Belkaïd sur le caractère inflammable de la mémoire. Il y a quand même de grands périls à ce que les États, les gouvernements s'en mêlent de trop près. Moi, je crois qu'il faut se tenir à une ligne, l'histoire, toute l'histoire, rien que l'histoire, et ensuite les groupes, les individus, les artistes, les écrivains s'en emparent et font ce travail mémoriel. Et c'est d'autant plus compliqué s'agissant de l'Algérie, et c'est là une différence avec l'Allemagne, qu'il n'y a pas eu simplement une guerre de décolonisation entre une puissance colonisatrice et un pays qui aspirait à son indépendance. La colonisation française en Algérie était une colonisation de peuplement. Et donc il y a de l'interpénétration pendant presque 130 ans. Il y a des échanges, il y a des flux. Et donc on a non seulement une guerre de décolonisation, mais on a aussi deux guerres civiles en réalité. Une guerre civile franco-française, des Français tuent d'autres Français. Les crimes de l'OAS n'ont pas été perpétrés seulement sur le territoire algérien. Ils ont été commis en France. De Gaulle a échappé lui-même à plusieurs attentats. Il y a eu des militants de la décolonisation qui ont été assassinés sur le territoire français. Et c'est avéré aussi, les soldats de l'ALN ont pu parfois commettre des exactions, notamment, je pense, au Harqi. Et donc, ça complique les choses, parce qu'on a aujourd'hui 3 guerres en une. La guerre de décolonisation et 2 guerres civiles. Et donc, je pense que Max Weber, vous savez, disait la politique, c'est l'affaire de l'avenir. Je crois que le meilleur moyen de sortir par le haut de tout ça, c'est vraiment de se lancer, et c'est sur ça que j'aimerais vous interroger, sur des coopérations structurantes pour l'avenir. De Gaulle l'avait fait avec l'Allemagne s'agissant du charbon et de l'acier, du projet européen, de la coopération nucléaire civile. Qu'est-ce qu'on pourrait faire entre la France et l'Algérie, sachant qu'on a quand même là, en Gésine, les 2 puissances méditerranéennes, de la rive nord et de la rive sud, et qu'il peut y avoir un projet de prospérité, de sécurité méditerranéen qui pourrait être remis sur le métier. Akram Belkaïd. Alors, je suis d'accord avec vous à la nuance près que de temps à autre, tout de même, je pense qu'il faut que le politique s'empare de temps à autre de ces questions-là pour marquer des jalons. C'est-à-dire que, et j'en reviens encore une fois à la nécessité de réfléchir entre les 2 pays, entre les dirigeants des 2 pays, à la manière dont on pourrait faire en sorte que cette jeunesse d'origine algérienne qui vit en France, qui est française, puisse enfin se sentir bien dans le pays dans lequel elle vit. Et les efforts, il y a des efforts côté français, c'est évident, lutte contre les exclusions, la discrimination. Il y a aussi des efforts à faire côté algérien, peut-être ce sont des efforts immatériels, ce ne sont pas des efforts... mais il y en a, ne serait-ce que dans la tenue du discours, dans l'attitude, Et ça, c'est le grand problème du jour, à mon sens, parce qu'il conditionne
la cohérence et la tranquillité au sein même de la société française. Aucun dirigeant algérien, par exemple, ne s'émeut, la seule fois où le comportement de certains excités a posé, par exemple, problème en Algérie, c'est quand des jeunes ont envahi le stade de France pendant la rencontre France-Algérie en 2001. Et il y a eu des discours assez sévères à l'égard de cette jeunesse-là. Et on retrouve aussi parfois ce même discours quand, malheureusement, on retrouve dans les groupes de djihadistes des jeunes d'origine algérienne, où là, les Algériens se lavent la main en disant « c'est pas nous qui les avons mal éduqués, c'est la France ». La réalité, c'est que ce sont des enfants des deux pays et qu'il faudrait une dimension politique importante, symbolique. Ça oblige à parler de ces choses-là. Et jusqu'à présent, les uns et les autres ne veulent pas le faire. Les protections, les coopérations, c'est évident. C'est-à-dire que il y a une économie entre les deux pays qui est assez importante, mais elle n'est pas à la hauteur je dirais, des défis. On pensait que la coopération, notamment dans le domaine des transports, dans le domaine de la formation, ferait un bond. Il y a eu des choses qui se sont esquissées au début des années 2000, et puis malheureusement, l'Algérie a pris une espèce de chemin de bazar ouvert à tous, et notamment aux influences chinoises, turques, tout ça dans une volonté un peu populiste de démontrer qu'on était en train de couper le cordon avec la France. Bon, il n'y a rien de mal à diversifier ses sources, mais là encore une fois, on est deux pays qui sommes assez proches. Si demain vous faites un appel à intérêt côté algérien pour qu'il y ait 10, 15, 20 spécialistes experts français qui travaillent aux côtés de leurs collègues algériens pour les aider à développer tel ou tel domaine, il y aura des volontaires. Parce que les relations entre l'Algérie, ça parle aux gens. Sauf que tout ça, politiquement, est toujours compliqué parce que je pense que le vrai problème fondamental, c'est que nous avons en Algérie un pouvoir qui n'est pas démocratique et qui ne veut pas d'une normalisation des relations parce que c'est un des leviers pour lui pour mobiliser la population. Et côté français, il y a une réticence à admettre que l'idée qu'on pourrait faire plus de choses avec l'Algérie. Vous avez des députés qui n'ont aucun problème à dire qu'ils font partie du groupe d'amitié franco-turc, franco-marocain, franco-tunisien. Dire qu'on a un lien personnel, le seul qui le dit, et encore, c'est Montebourg. De temps en temps, il reconnaît qu'il a des liens avec l'Algérie. Mais vous avez très peu d'hommes politiques en France qui assument leur lien avec l'Algérie. Ce qui n'est pas le cas du Maroc. Et c'est le dernier point que je voulais évoquer. Ce qui complique aujourd'hui, sans faire de surenchère chauvine, mais ce qui complique aujourd'hui les relations franco-algériennes, c'est que vous avez une partie marocaine qui s'est réveillée au bout de quelques temps et qui aujourd'hui s'agace de plus en plus de cette, je dirais, prégnance algérienne en France. Et qui dit, mais le Maroc existe aussi. Alors le Maroc est très soutenu par la France sur la question du Sahara, par exemple, ce qui rend les Algériens foudrage. Et c'est d'ailleurs, à mon sens, peut-être le premier problème entre les deux pays. Dès qu'il y a un problème mémoriel, il faut gratter. Et là, on trouve qu'il y a eu une histoire sur le Sahara et que les Algériens n'admettent pas que les Français sont encore une fois aux côtés des Marocains sur cette question-là. Mais vous avez ce côté-là, c'est-à-dire que aujourd'hui, toute démarche politique de coopération française à l'égard du sud de l'Algérie est immédiatement recadrée dans un ensemble plus vaste qui est l'ensemble méditerranéen. Et là, c'est une dilution des efforts des uns et des autres. Béatrice Gibelin. Oui, je voudrais... vous venez de parler du Maroc. Je pense que les relations, justement, France-Maroc et France-Algérie sont bien évidemment liées à l'histoire de la colonisation. Pas seulement à l'histoire de la décolonisation, mais à l'histoire de la colonisation. Et l'un de vous deux, je ne sais plus si c'est Mathias
a parlé d'une colonisation de peuplement. Oui, c'est vrai, il y a eu une colonisation de peuplement et il n'y a pas eu de colonisation de peuplement au Maroc. L'histoire n'a pas été la même et la douleur, donc, n'est pas la même. Parce que Lyautey a tiré, j'allais dire, de l'expérience de ce qui s'était fait en Algérie, qu'il ne fallait absolument pas reproduire au Maroc. Et ça me semble des éléments extrêmement importants. Et c'est vrai que la stratégie aujourd'hui du Maroc, qui n'est pas du tout un pays démocratique, si l'Algérie ne l'est pas, on ne peut pas non plus dire que le Maroc le soit. Néanmoins, les échanges, si vous voulez, et la vision du Maroc et du roi ou des gens qui sont autour de lui, de la place que doit avoir le Maroc aujourd'hui dans ses relations avec l'Europe, avec la France, mais aussi avec l'Afrique noire, on a vraiment l'impression qu'il y a une vision. On n'a pas du tout l'impression qu'on ait la même chose d'une vision dans le cas du pouvoir algérien, qui me paraît, mais je peux parfaitement me tromper, qui me paraît dans le souci de préserver son pouvoir à lui, avec son économie de rente. Et je dirais que la façon dont il traite la jeunesse franco-algérienne ou binationale en France est aussi dans une économie de rente. De mémoire, d'une certaine façon, et que c'est d'une gravité politique extrêmement importante, tant pour la France que pour l'Algérie. Et vous avez raison quand vous dites, au fond, on pourrait développer tellement mieux les échanges entre la France et l'Algérie avec des grands projets, et que une grande partie même aujourd'hui de la diaspora algérienne, qui a parfaitement réussi, dont les enfants ont parfaitement réussi, serait sans doute tout prêt à aller investir en Algérie et à faire un certain nombre de choses, mais que le pouvoir tel qu'il est aujourd'hui confisque cette possibilité-là par préservation de leurs propres intérêts. Akram Belkaïd. C'est à la fois, oui, vous avez raison, c'est pas simplement du fait du pouvoir. Alors c'est un pouvoir qui ne veut pas lâcher prise, mais c'est aussi une administration de type bureaucratique qui peine. Vous savez, il y a énormément d'initiatives, par exemple en France, de gens de la communauté franco-algérienne qui, par exemple, décident au moment de la rentrée des classes, de se rassembler, d'envoyer dans telle ou telle région un peu plus pauvre que d'autres en Algérie des cahiers, des stylos, etc. Et tout. Et c'est un parcours du combattant. On n'imagine pas ce qu'est le quotidien de quelqu'un qui vit en France, qui est français, d'origine algérienne et qui veut aider l'Algérie. C'est très difficile. Au-delà même de la question du pouvoir. C'est des écueils, mais inouïs. Il faut savoir que, par exemple, pendant la pandémie, dès le mois de mars, l'Algérie a fermé ses frontières. C'est un des rares pays à avoir fermé sa frontière, y compris à ses nationaux. C'est-à-dire que les gens qui voulaient rentrer en Algérie pour être aux côtés des leurs ou pour simplement accompagner une dépouille à sa dernière demeure, parce qu'il y a eu des morts du Covid, notamment chez les Chibani, ces vieux travailleurs qui vivent dans des foyers en France, et ben c'était impossible, parce que le pouvoir a verrouillé, et donc ça crée je dirais, du désespoir, de la colère à l'égard de ce qui est paradoxal par rapport à des gens qui n'ont que leur identité algérienne à brandir. Et l'une des choses les plus importantes par contre, dans la relation franco-algérienne, par rapport à ces communautés d'origine algérienne, c'est que le pouvoir algérien n'a plus la main sur elles. Ce qui n'était pas le cas dans les années 70. Dans les années 70, vous aviez des immigrés, comme on disait, qui obéissaient presque au doigt et à l'œil aux instructions de l'amicale des Algériens en Europe. Aujourd'hui, c'est fini. Quand il y a des élections présidentielles ou législatives et qu'il y a un mot d'ordre de boycott, eh bien, les gens ne vont pas voter. Seuls ceux les plus anciens vont voter de peur des représailles. Ça, c'est une dimension qui, à mon avis, à terme, va avoir son importance, y compris sur le plan de la politique française, parce que pendant très longtemps, les politiciens français qui avaient quelques ambitions, et notamment présidentielles, faisaient le voyage en Algérie, étant persuadés que grâce à l'entremise du pouvoir algérien, une partie des Français d'origine algérienne voterait pour eux. C'est fini, ce genre de possibilités. Mathias Fekl.
David évoquait tout à l'heure la comparaison, le parallèle avec l'Allemagne. Alors, pensez-vous qu'il y ait lieu aujourd'hui, qu'il y ait une nécessité ou une possibilité d'aller vers des formes d'intégration économique plus étroites et plus fortes que ce qui est le cas aujourd'hui? Vous avez parlé notamment du commerce extérieur, des échanges. Est-ce qu'il y a des perspectives de traités? Est-ce que les États doivent mettre en place des institutions nouvelles? Ou bien au contraire, est-ce que c'est finalement au secteur économique eux-mêmes de s'organiser pour développer ces coopérations? Akram Belkaïd. Alors Nicolas Sarkozy, lorsqu'il a été élu, a récupéré une bonne idée au départ. Il en a fait l'Union pour la Méditerranée et ça a été très vite bloqué parce que dès lors que vous essayez de faire un projet régional, il y a immanquablement la question palestinienne, israélo-palestinienne qui fait obstacle à beaucoup de choses. Il est dommage que dans cette affaire, on n'ait pas été plus ambitieux et qu'on ait, côté français, décidé à un moment de regarder la réalité de la géographie. Il y a ce qu'on appelle des possibilités de coopération renforcée au sein de l'Union européenne. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'embarquer tous les membres de l'Union européenne. On peut faire ça avec 2-3 pays du sud de l'Europe et des pays du sud de la Méditerranée. Et je pense notamment que entre l'Italie, l'Espagne, la France et le Portugal d'un côté et l'Algérie, le Maroc et la Tunisie de l'autre, éventuellement la Libye, mais bon, ça, pour le moment, on aurait pu faire des choses et on pourrait faire des choses. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si l'un des rares mécanismes qui fonctionnent entre les deux rives de la Méditerranée, c'est ce qu'on appelle les 5+5, c'est quasiment ces pays-là, et ça fonctionne dans le domaine sécuritaire et militaire. Ça fonctionne très bien. La coopération, elle est excellente. Et je n'ai jamais compris pourquoi on n'a pas essayé de faire la même chose. Ça amènerait les Algériens et les Marocains à être ensemble, mais dans un cadre plus restreint. Et ça les amènerait à travailler ensemble avec leurs homologues directs du sud de l'Europe. Le concept de Méditerranée est un concept pour moi qui est creux. C'est-à-dire il faut dire que pour ce qui est de la France, le plus important, c'est la Méditerranée occidentale, l'Ouest, le Maghreb, le Portugal, l'Espagne, la France. Il y a des dimensions énergétiques qui jouent, il y a des dimensions de déplacement de population, il y a des dimensions, je dirais, même de délocalisation possible, de coopération économique. C'est quelque chose qui a toujours été torpillé de manière plus ou moins délibérée, notamment par l'Allemagne, qui voit d'un très mauvais œil apparaître ce genre de coopération renforcée. Mais ça devrait être un projet porté. Et ça éloignerait aussi des questions du Proche-Orient. On a le droit d'être, c'est tout à fait honorable d'être pro-palestinien dans la question, mais dans les histoires de dialogue régional, ça constitue parfois des obstacles dommageables. David Jayes. Oui, je souscris à ce que dit Akram Belkaïd sur le caractère problématique de l'Union méditerranéenne, même si moi je pense que c'est un concept qu'on pourrait se réapproprier et qui ne me semble pas dépourvu de sens, puisque il me semble qu'il se joue dans cet espace quelque chose qui concerne plus largement l'avenir de l'humanité, c'est-à-dire la capacité d'abord à des civilisations à la fois très longtemps conflictuelles et en même temps très interpénétrées, je pense à l'Europe et à l'islam, de discuter, d'échanger, de construire un espace commun de prospérité, de sécurité, de développement durable aussi, puisque la Méditerranée est un dépotoir, hein, c'est la mer la plus polluée du monde. Et donc je pense que ça mérite qu'on remette l'ouvrage sur le métier. Peut-être que, paradoxalement, le mauvais sort qui est fait au peuple palestinien, avec la reconnaissance de l'État d'Israël par des monarchies du Golfe, peut constituer un élément de déblocage, justement. Je sens que c'est moins une pomme de discorde dans les relations régionales que ça ne pouvait l'être il y a 10 ans. Et les printemps arabes aussi ont fait leur effet, au sens où ce qui a fait en quelque sorte capoter le projet français d'Union pour la Méditerranée, c'était le lien privilégié que Nicolas Sarkozy entretenait avec Hosni Moubarak,
et la présence de Bachar al-Assad aussi lors de la cérémonie un peu constitutive, ces dirigeants sont soit hors jeu pour Bachar al-Assad, soit partis pour Hosni Moubarak. Les printemps arabes sont passés par là, donc il est peut-être possible d'ouvrir un nouvel agenda méditerranéen à condition d'avoir une vision politique partagée. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce point. Akram Belkaïd. Alors oui, mais pour avoir suivi depuis 1995 et le fameux processus de Barcelone, j'avoue que j'ai énormément de réticence. J'ai vu tellement de réunions, de rencontres qui finissaient par tourner en rond parce que trop d'acteurs, trop d'intervenants, pas assez de clarification des stratégies des uns et des autres. C'était toujours très difficile parce que vous aviez des rivalités régionales qui pouvaient s'exprimer. Vous aviez aussi une réticence turque qui voyait à l'époque, peut-être que les choses ont changé, mais qui voyait le dialogue euro-méditerranéen comme étant une création artificielle pour lui faire avaliser l'idée qu'elle ne sera jamais membre de l'Union européenne. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous suiviez, par exemple, un panel de discussion, c'était toujours des considérations régionales qui ressortaient. Et qu'en réalité, on est plus préoccupé par ce qui se passe chez le voisin que chez le gars du quartier qui est un peu plus loin. Et moi, ça m'a toujours interpellé, le fait que dans ces réunions-là, eh bien, les Français étaient plus à l'aise dans leurs discussions avec les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, chacun se regroupant. Et puis, vous aviez de l'autre côté les Turcs et les Grecs qui discutaient un peu ensemble. Il y avait la question de Chypre, etc. Et c'était toujours compliqué. L'Égypte affirmant clairement le fait qu'elle était méditerranéenne, mais ce qui l'intéressait le plus, c'était son ancrage avec les monarchies du Golfe. Et donc, oui, dans l'absolu, oui, de la Méditerranée, Brodel, on est dans un ensemble de civilisations, c'est un héritage. Mais je pense qu'en termes de priorité, de la question de circulation des marchandises, de la circulation des êtres humains, les échanges en termes de formation, les universités, les besoins en formation au Maghreb sont inouïs, énormes. Vous ne pouvez pas imaginer l'état de délabrement. Il y a des universitaires mais qui font sur place un travail mais absolument exceptionnel dans des amphithéâtres où les vitres sont cassées, où les gens s'entassent. Enfin, c'est le contraste entre l'évolution, même si c'est critiquable, du savoir et de la dispense du savoir en Occident et ce qui se passe au sud de la Méditerranée est assez inquiétante. Et c'est pour ça que des coopérations régionales, moi j'y suis, mais vraiment recentré, j'y suis bien plus favorable, ce qui n'exclut pas, bien entendu, qu'on les étende à autre chose. Béatrice Gibelin. Oui, je voudrais revenir sur la question de cette jeunesse, parce que, comme vous l'avez dit, 10 millions d'habitants au sortir de la guerre et bientôt 50 millions, on imagine bien la pyramide des âges de l'Algérie. Donc la question qui est importante, c'est justement l'avenir de cette jeunesse. Or, on a vu dans le mouvement du Irak qui a démarré il y a maintenant à plus d'un an, et comment il a repris un peu, malgré pas à la fin de la pandémie, mais après avoir été totalement suspendu, on a vu que dès que ça a été possible, on a eu de nouveau des manifestations. Quelle est la perception, et quel est de fait le rôle de la jeunesse franco-algérienne dans l'implication dans le mouvement du Irak? Est-ce qu'on a dit qu'elle avait été active et importante, et est-ce que oui, et comment est-elle perçue du côté de la jeunesse algérienne? Akram Belkaïd. Alors, ça amène à aborder un autre point délicat qui est la non-uniformité de la diaspora algérienne en France. Il y a des diasporas. Vous avez des gens, c'est par exemple mon cas, moi je suis arrivé en France au milieu des années 90. Mais vous avez des gens qui sont de la troisième génération, dont les parents sont arrivés dans les années 50. Et qu'est-ce qu'on a vu pour le Irak? On a vu que l'implication était bien plus importante pour les récents, pour les nouveaux arrivants, que pour ceux qui sont nés en France et qui ont au départ commencé à regarder le mouvement avec un peu de suspicion, ayant tendance à, je dirais, à valoriser, à magnifier
le pays des ancêtres, et donc à être réticents à se joindre à un mouvement de contestation qu'ils n'ont pas beaucoup apprécié. Si vous alliez, à l'époque, je parle de 2019, il y avait des rassemblements hebdomadaires à la République, à la place de la République d'Algériens pour le Hirak, et vous voyez très vite que vous aviez des militants, les éternels militants de l'opposition, les gens qui avaient fui l'Algérie dans les années 70, contestataires qui étaient contre le régime du parti unique. Et puis vous aviez les gens qui sont arrivés dans les années 90 à cause de la guerre civile, ceux qui sont un peu arrivés après. Des jeunes des cités, des jeunes, très peu, pas concernés. Eux, ce qui les concerne, l'Algérie, c'est quand l'Algérie est flamboie dans les sports, etc. Et tout. Mais sur ces questions-là, bien plus en retrait parce que ça touchait à l'image qu'ils ont d'un pays qu'ils ont tendance à magnifier et mais dans lequel ils ne veulent pas vivre. Parce que quand ils y vont, ils comprennent. Et ils préfèrent revenir en France. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ce qui m'importe aujourd'hui, ce serait une réflexion politique. Moi, je n'ai pas de solution concrète, mais une réflexion politique pour que ces jeunes-là comprennent qu'il n'y a pas de mal à être à la fois algérien et français. Et ça, pour moi, c'est vraiment le vrai enjeu, un des enjeux majeurs de la politique, des relations entre les deux pays, pour peu que ce soit mis sur papier, en tout cas identifié en tant que tel. Je vous remercie les uns les autres. Je remercie Oscar Coeb avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré qui va en assurer le compte-rendu analytique, Nicolas Tourneau qui veille à notre plateforme, Olivier Magloire qui veille aux plateformes de financement et Jules Coupier qui veille à la propagande sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle thématique de notre série d'été du Nouvel Esprit Public.